Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Dans ce numéro, nous recevons Isabelle Roginster et Baptiste Ferraud, tous deux chercheurs à l'IWEPS, pour nous parler du lancement imminent d'une grande enquête inédite. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors cette enquête d'une ampleur, je le disais, tout à fait inédite en Wallonie, c'est 102 000 citoyens et citoyennes qui vont être interrogés. Et cette enquête, elle vise en réalité à enrichir l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux. Alors commençons peut-être par rappeler ou préciser ce qu'est cet indicateur qu'on appelle aussi l'ISADF. Isabelle. Oui, donc l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, il est élaboré par l'IWEPS à la demande du gouvernement wallon. Et initialement, il a été construit dans le cadre du plan de cohésion sociale et il est utilisé pour le subventionnement des communes francophones qui sont candidates pour la mise en œuvre d'un plan d'action donc dans le cadre des plans de cohésion sociale. Il est devenu au fil du temps un outil beaucoup plus largement utilisé par différents acteurs, par le gouvernement et par des acteurs au niveau local, au niveau des communes francophones. On peut citer des usages par la Croix-Rouge, par l'AVIC, dans le cadre de diagnostics au niveau local, par des universités. Et donc cet indice, c'est aussi un outil. Il a été développé à l'IWEPS depuis 2008. Il a été construit, développé et mis à jour plusieurs fois, tous les 5 ans. Et donc le dernier exercice, il date de 2018. Et le prochain est programmé pour mai 2025. Alors, qu'est-ce que plus précisément l'ISADF ? Donc, il permet de rendre compte de l'accès effectif de la population aux droits fondamentaux. Cela permet donc de contribuer à l'établissement d'un diagnostic local au niveau des communes et d'identifier des besoins au niveau local pour les populations en fonction des différents droits. Donc pour bien comprendre cet indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, je pense qu'on peut développer 2 éléments pour comprendre donc les enjeux. D'abord, c'est quoi l'accès effectif aux droits fondamentaux ? Donc, parmi l'ensemble des droits humains répertoriés dans différents instruments juridiques, on va ici se préoccuper de droits fondamentaux économiques, sociaux et culturels, qui sont en lien avec les enjeux en Wallonie. Au total, d'après les instruments juridiques et les textes juridiques, on en a repéré 13. Et je vais peut-être pas les citer tous les 13 là maintenant, mais juste vous montrer une diversité. Donc, il y a un droit à un revenu conforme à la dignité humaine. Il y a un droit à une alimentation suffisante, adéquate et de qualité. Il y a un droit à un logement décent et adapté. Il y a un droit à un environnement et un cadre de vie sain et adapté. Ou bien encore, il y a un droit au travail, à des conditions de travail justes et favorables, à la formation professionnelle. Donc là, n'en cite que quelques-uns, mais on en a identifié 13. Et donc, en développant cet indice, on cherche des indicateurs clés, des chiffres, les plus représentatifs possibles de ces accès aux droits. Ensuite, on va les agréger par droit, puis de manière très synthétique pour former un seul chiffre par commune. Et donc, je reviens à la question des droits et l'accès effectif aux droits, et en soulignant que les enjeux et les défis auxquels nos sociétés sont confrontées ces dernières années réactivent en fait les questions d'accès effectif aux droits des populations, avec des problèmes d'équité et d'égalité dans ces accès aux droits, avec des populations qui deviennent parfois de plus en plus vulnérables. Et alors le deuxième grand point de spécificité de cet indice, c'est la question du local. Donc on est sur une échelle d'action de base, le niveau le plus fin de prise de décision et des actions politiques. Et c'est celui-là, donc le niveau des communes, qui est choisi pour la construction de l'indicateur. Cela nous permet de documenter l'accès effectif aux droits à ce niveau-là pour répondre de manière concrète et pertinente aux besoins des individus, des familles.
Et en Wallonie, on est face à une grande ampleur des disparités territoriales d'une commune à l'autre et on a des géographies très différenciées sur les différents sujets d'une commune à l'autre. Et donc cet indice construit au niveau local permet de réaliser des diagnostics multifacettes, de mettre en lumière des points forts et des points faibles, je rappelle, au niveau local, et donc de prioriser des objectifs, des actions à réaliser à travers des programmes. Donc voilà, l'ISADF, ce sont des indicateurs clés qu'on produit sous forme de cartes, mais aussi sous forme de graphiques radar, où chaque commune peut donc identifier pour chaque droit ses scores et les droits pour lesquels les citoyens sont plus vulnérables. Donc vous l'avez dit, cet indice, il est développé depuis 2008. Il a été calculé pour la dernière fois en 2018. Comment construisiez-vous cet indice jusque 2018 ? Et donc on se basait sur des données administratives ou bien sur des indicateurs développés avec de l'analyse spatiale, géomatique. Mais on se rendait bien compte que la couverture de certains droits et pour un accès effectif aux droits était parfois bien faible. On a vraiment des indicateurs parfois qui ne permettent pas de couvrir suffisamment les différents angles d'approche des droits. Et en pratique, pour le dernier exercice en 2018, on avait donc identifié 13 droits, mais on n'a pu en couvrir que 9, et parfois de manière vraiment trop partielle. Et on a donc quelques angles morts, et on souhaitait vraiment, depuis quelques années, combler ces angles morts pour le prochain exercice. Peut-être un exemple concret de ces angles morts ? Oui, par exemple, pour l'emploi, on avait un indicateur et on va bien le garder qui est le taux d'emploi par commune, mais on n'a aucune indication sur la qualité de ces emplois et comment les personnes ont des accès effectifs par rapport à ce droit au travail. Et donc cette année, la grande nouveauté, c'est le lancement d'une enquête à la mi-septembre pour enrichir cet indicateur, Baptiste. Oui, effectivement, c'est la grande nouveauté cette année et c'est ce qui va nous permettre concrètement d'enrichir significativement l'ISADF par rapport aux exercices précédents. L'idée est d'enrichir chacun des droits déjà présents, comme l'a dit Isabelle, en 2018, mais aussi d'ouvrir certains droits jusque-là absents des analyses pour en avoir 13 au total. Cette enquête sera de grande ampleur, effectivement, dans la mesure où 102 000 personnes recevront le questionnaire d'enquête dès la mi-septembre, soit très bientôt. Ces 102 000 personnes sont des citoyens ou citoyennes des 253 communes francophones de Wallonie. Ces personnes auront été tirées au sort de façon aléatoire dans le registre national. Les questions que l'on va poser dans ce questionnaire ont été longuement discutées, débattues, calibrées et au final choisies pour pouvoir chacune capter une information importante, voire inédite. Ce processus de sélection et de validation de toutes ces questions a impliqué beaucoup de personnes différentes, ayant beaucoup de profils différents, que ce soit en interne, mais surtout en externe de l'IWEPS. Et donc, si les taux de réponse de ces citoyens et citoyennes suivent, ce que l'on espère évidemment fortement, on peut espérer que la quantité et la qualité des informations que l'on va recueillir pourra être également assez inédite. Et donc l'objectif de ce dispositif, au final, c'est de récupérer de nouvelles informations dont nous ne disposons pas du tout ou pas au niveau communal pour l'instant. Ces informations, ces données vont nous permettre de calculer de nouveaux indicateurs qui vont rentrer dans l'ISADF pour l'enrichir. Et en même temps, notre connaissance sur l'état des accès aux droits fondamentaux va également s'enrichir aussi. Bien sûr, les résultats finaux et l'indicateur ISADF final seront mis à disposition et pourront ensuite servir, en tout ou partie, de support pour l'aide à la prise de décision au niveau des communes, que ce soit dans sa globalité ou pour des problèmes plus spécifiques de mobilité, de logement, d'environnement, de santé, ainsi de suite. Concrètement, l'enquête va permettre de directement questionner les citoyens sur leur qualité de vie et leur accès aux droits fondamentaux. Les questions seront pour la plupart objectives, mais une partie de ces questions vont aussi permettre aux citoyens de réellement donner un avis subjectif ou de faire part d'un souci très particulier. Et c'est ceci, en grande partie, que nous ne pouvons pas approcher via les données purement administratives et donc
d'espérer un indicateur plus complet et plus riche que ceux calculés précédemment. Concrètement, dès le 16 ou le 17 septembre, 102 000 Wallons et Wallonnes recevront un courrier par la poste les invitant à répondre à l'enquête. Comment avez-vous sélectionné ces citoyens et ces citoyennes ? Donc, comme déjà dit tout à l'heure, les participants sont choisis aléatoirement dans le registre national. Donc, c'est un réel tirage au sort. Concrètement, c'est Stadbel qui effectue ce tirage pour nous selon nos critères qu'on aura établis dans la méthodologie de l'enquête. Ces participants seront présents dans toutes les communes francophones, donc sur le territoire des 253 communes francophones de Wallonie. Il y aura 50% d'hommes, 50% de femmes. Ils auront entre 18 ans et 90 ans, et tous les niveaux de revenus seront pris en compte dans l'échantillonnage. Il y aura même un effort qui sera fait avec une surpondération des plus bas revenus, afin d'essayer d'obtenir de bons taux de réponse dans ces classes-là, car nous voulons bien entendu mettre en évidence des problèmes d'accès aux droits fondamentaux. Dans la lettre d'invitation que ces personnes recevront dans leur boîte aux lettres, chacun et chacune aura directement une lettre d'invitation et également directement le questionnaire sous format papier. Dans la lettre d'invitation, il y aura bien sûr une description générale de l'enquête, de ses enjeux, de quoi rassurer sur le caractère anonyme de l'enquête et sur le respect des données et du traitement des réponses selon le RGPD, de quoi motiver les futurs répondants. Donc c'est important pour nous, mais aussi pour eux, de faire valoir leurs expériences. Et enfin, il y aura aussi, bien sûr, des moyens pour pouvoir nous contacter en cas de problème. Aussi, il y aura les consignes pour pouvoir répondre, évidemment. En effet, au-delà du questionnaire papier qu'il sera possible de nous renvoyer à l'aide d'une enveloppe préaffranchie, qui sera également fournie d'entrée de jeu, tout sera expliqué pour guider les répondants vers une version web du questionnaire. Et au final, donc, chacun pourra choisir dès le début son moyen de réponse, soit en ligne, soit sous format papier. Oui, donc les personnes contactées pourront choisir de répondre via le formulaire papier ou le formulaire web. Isabelle, il est important de rappeler d'entrée de jeu qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce questionnaire. Non. Donc vraiment, il n'y a pas de connaissances particulières à avoir pour répondre. Ce sont vraiment les conditions de vie, la qualité de vie des personnes pour lesquelles nous cherchons à avoir des informations. Et c'est vraiment pour compléter nos statistiques, comme l'a expliqué Baptiste, et pour aider à une prise de décision plus complète, mieux informée au niveau communal. Donc il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment la participation du plus grand nombre qui est importante, et on sait que chaque expérience de vie est unique. Dans tout ce processus, la question de la confidentialité des données que vous allez recueillir est essentielle, évidemment. Baptiste, peut-être un petit mot là-dessus ? Oui, bien sûr, comme déjà évoqué, tout le processus et toute la méthodologie est pensée pour être en accord avec la protection de la vie privée, avec le RGPD, avec le secret statistique, etc. Ce qui veut dire que les réponses sont strictement anonymes. Personne à part le répondant ne pourra connaître le contenu des réponses qu'il fournit ou les cases cochées. Donc les identifiants directs des personnes tirées au sort, à savoir le nom, le prénom et l'adresse, ne sont donnés qu'à l'imprimeur qui nous aide en tant que sous-traitant à imprimer et gérer le volume des lettres et des questionnaires. L'IWEPS n'a à aucun moment accès à ces données-là, donc il faut bien savoir que ces données-là ne sont que chez l'imprimeur, et ce dernier est tenu de ne traiter ces informations que dans le cadre de l'enquête. Tout doit être absolument détruit peu de temps après. Pour le traitement des réponses, l'IWEPS ne se basera donc pas sur le nom et le prénom des individus, mais sur un système d'identifiant. Et d'ailleurs, cet identifiant sera le mot de passe qui sera nécessaire pour se connecter au questionnaire en ligne. Et donc, l'IWEPS ne fera jamais le lien entre cet identifiant et le nom, le prénom ou l'adresse des personnes qui auront été contactées. Alors, donc, la première phase de l'enquête, elle se déroulera ici de la mi-septembre à la mi-novembre, plus ou moins. Quelles sont les prochaines étapes, ou quelles seront plutôt les prochaines étapes pour vous ? Qu'allez-vous faire concrètement de tout ce matériau, de toutes ces réponses que vous allez recevoir ? La lettre d'invitation arrive donc le 16 ou 17 septembre dans les boîtes aux lettres. Il y aura une lettre de rappel environ un mois après.
Donc la phase de collecte va durer, comme vous l'avez dit, plus ou moins 2 mois, voire un tout petit peu plus. Une fois que cette phase de collecte est terminée, il s'agira bien sûr de compiler toutes ces réponses et d'en faire, dans un premier temps, au-delà du recueil, un traitement statistique de base, donc tout ce qui est traitement de la non-réponse, de pondération, calibrage. Et ensuite seulement, quand on aura quelque chose de retravaillé, on pourra analyser les données en termes d'indicateurs que l'on pourra au final ajouter ou pas dans l'ISADF. Et il y aura aussi évidemment toute une phase de façon à mettre ensemble, en commun, les données issues de l'enquête, d'une part, mais aussi les données administratives qu'on aurait mis à jour par ailleurs, et aussi d'autres indicateurs qui seront issus d'autres travaux, davantage géographiques, comme l'a dit Isabelle au début. Oui, donc nous visons une publication de l'indicateur en mai 2025. Et après, en fonction de toutes les données recueillies, rassemblées et analysées, on va produire différents rapports avec des synthèses thématiques qui vont suivre dans le courant de l'année 2025. Vous reviendrez bien sûr au micro de ce podcast pour nous parler des résultats de l'enquête et nous présenter vos rapports. Un dernier mot peut-être pour conclure, Isabelle. Oui, donc ce podcast, c'est vraiment une grande invitation aux personnes qui vont recevoir un questionnaire à répondre, parce que les personnes nous apportent comme ça leur contribution à un projet de société. Leurs réponses vont nous aider à comprendre les obstacles à l'accès et l'exercice de leurs droits fondamentaux, et donc à proposer en conséquence l'orientation de différents dispositifs d'action pour améliorer les conditions de vie de chacun. Et donc, un autre élément pour lequel il nous semble important d'insister, donc on travaille à 3 sur ce projet avec notre collègue Christine Reuters. Et donc, le développement de l'ISADF, c'est vraiment une démarche avec un travail collectif et un travail participatif où de nombreux acteurs se sont engagés. Donc, dans la construction du questionnaire, on a beaucoup consulté, on a travaillé avec des acteurs engagés dans la promotion, la réalisation et les actions en faveur des droits humains. Et donc cette dimension collective et participative du processus de construction et de développement de l'ISADF, elle est vraiment essentielle à nos yeux. Et on profite donc de ce podcast pour remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont aidé à la constitution du questionnaire et à la construction de cet outil ISADF jusqu'ici pour leur collaboration précieuse, active et concrète. Donc merci beaucoup. Oui, effectivement, merci à beaucoup de monde. Et juste un rappel pour dire que participer à cette enquête est un enjeu qui est important afin de pouvoir améliorer la prise de décision au niveau local avec toute une série de nouvelles informations, de nouveaux indicateurs, de nouvelles données. Concrètement, pour l'indicateur ISADF, cela nous permettra de compléter les mesures de moyenne par des mesures qui vont davantage rendre compte de l'étendue des inégalités ou des motifs de discrimination, ou encore des violations de certains droits, notamment au regard de publics plus vulnérables ou de situations sensibles. Merci Isabelle Roginster et Baptiste Ferraud de nous avoir parlé de cette grande enquête ISADF qui, je le rappelle, débute dès la mi-septembre. Si vous êtes sélectionné pour participer à cette enquête, vous en savez maintenant un peu plus et j'espère vous avoir donné envie d'y répondre. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.